Ne prêtez pas attention à la qualité de cette vidéo. C'est juste une petite vidéo pour expliquer les changements que j'ai apportés à un jeu de rôle imaginé il y a 11 ans et que j'avais mis de côté depuis au moins 7 ou 8 ans. Donc vous allez très peu à la regarder parce que ça va intéresser très peu de monde. Mais bon, j'ai dit que j'expliquerai, j'explique. Au cas où des gens se demandent de quoi je parle et sont un petit peu intéressés, il y a une chaîne consacrée exclusivement à l'actual play de Mashup. Donc il y a à peu près 5 saisons, je crois. J'ai joué avec pas mal de monde et je sais que des gens le pratiquent encore chez eux. C'est un jeu qui n'existe pas dans le commerce, hein. Mais peut-être que les gens qui jouent chez eux apprécieront cette petite modification. Je vais d'ailleurs montrer, si je retrouve, l'élément fondamental. Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce qu'en gros, je vais expliquer comment je suis passé de cette table de résolution, qui est une table SAW 1980, à ceci. Là, ce petit truc-là. Comment je suis passé du D100 au D20. Dites-vous bien que j'ai même failli virer le dé. Parce que j'ai eu une idée pour virer le dé, mais je me suis dit que les joueurs de jeux de rôle aimaient bien lancer le dé quand même. Et puis moi, au niveau narratif, ça m'aide les dés. Donc, basiquement, comment fonctionne Mashup? Au départ, Mashup a été conçu, imaginé, réglé pour jouer devant des caméras. Il me fallait un système rapide et très visuel. C'est pour ça que tout était découpé en morceaux. La feuille de personnage était toute petite, les compétences c'était des cartes, bref. Pour un vrai jeu de rôle de table, tout ça c'est un peu encombrant, donc j'ai réduit tout ça à une feuille. Alors cette feuille, elle est dégueulasse, hein, elle est absolument pas réfléchie ergonomiquement. Je l'ai conçue pour pouvoir réfléchir à cette nouvelle mécanique, à ce nouveau système de résolution. Mais l'essentiel ne bouge pas. Dans un jeu de rôle, vous allez incarner un personnage, un individu. Ce sont des caractéristiques qu'il a à la naissance. Dans Mashup, il y en a 7. La force, l'intelligence, la volonté, la dextérité, la perception, le charisme et la constitution. Donc à la création d'un personnage, je vais avoir 70 points de caractéristiques que je vais répartir dans mes 7 caractéristiques. Il y a quelques règles, hein. Jamais en dessous de 5, jamais au-dessus de 15. C'est histoire d'avoir un personnage équilibré. Plus tard, avec l'expérience, on va gagner des points qui vont nous permettre de passer à 71, 72, 74, enfin bref, on va évoluer. Très important, la valeur que vous allez donner à votre caractéristique va se traduire en jetons pour pouvoir faire des choses. En gros, là, j'ai un personnage qui a 12 en force. Je vais récupérer donc 12 petits jetons ici en forme d'altère que je vais pouvoir dépenser dès que je vais vouloir faire quelque chose qui nécessite un appel à la force. Pour l'intelligence, j'ai mis 9, je vais donc recevoir 9 petits jetons en forme de cerveau. Pour la volonté, je vais avoir des petits éclairs. Pour la dextérité, je vais avoir des petites mains. Pour la perception, j'ai les petits yeux. Et pour le charisme, bien évidemment, j'ai les petits cœurs. Je vais en recevoir 8. Je suis pas très beau. Je remercie encore mon camarade Dominique Breton de m'avoir fabriqué ces petits trucs avec son imprimante 3D il y a plus de 10 ans maintenant. Donc, mon personnage a tous ses jetons pour faire des trucs durant la journée. Au fur et à mesure que je vais faire des choses, je vais dépenser ces jetons et à un moment donné, il faudra que je me repose pour les récupérer. Pour les compétences, ça va m'aider à faire des économies de jetons. En gros, je vais apprendre des choses durant mon existence. Quand je fais l'acquisition de cette compétence, je vais mettre un chiffre correspondant à mon niveau de compétence. Par exemple, en crochetage, j'ai 2. Je vais donc, quand je vais effectuer une action, mixer mes compétences et mes points de caractéristiques. Alors comment on réalise une action? Quand on est face à une porte que l'on veut crocheter, le meneur de jeu va calculer la difficulté de crochetage de la porte. Alors, il y a plein de variables qui permettent de calculer cette difficulté. Il y a déjà le bon sens, il y a le scénario, qui vous dit si c'est une porte compliquée ou une porte simple. On va pas crocheter un poulailler comme on va crocheter un coffre-fort. Donc il y a la difficulté du crochetage à proprement parler. Il y a la situation dans laquelle on est. Est-ce que je suis pressé? Est-ce qu'il fait jour? Est-ce que je peux me permettre de faire du bruit? Bref, on calcule un niveau de difficulté. On va dire que c'est une porte d'une auberge. C'est la nuit. C'est une porte assez grosse. C'est une auberge un peu sérieuse. 0, elle serait facile. On va dire que c'est une porte à -2. On veut la crocheter pendant la nuit, on descend à -3. De base, cette porte est à -3. On demande au joueur s'il a la compétence crochetage. Il l'a à 2. Donc on est à -3 plus 2 de compétence, on est à -1. Est-ce que le joueur est blessé? Oui, il s'est pris des coups dans l'après-midi, il a -2 parce qu'il est blessé. Donc on redescend à -3. Partant de là, le joueur va faire un jet à -3. Mais il peut décider de rajouter des points de caractéristiques. Pour crocheter, il faut de la dextérité et de l'intelligence. Donc il va pouvoir dépenser dans son action de l'intelligence et ou de la dextérité pour augmenter ses chances de réussite. J'ai dit que nous étions à -3, il rajoute 2 cerveaux et 4 petites mains. Donc 2 d'intelligence et 4 de dextérité. Ça lui fait +6. On était à -3, +6, il est maintenant à +3. Avant, on avait un niveau de difficulté à +3, on jetait des dés et on regardait dans cet énorme tableau pour connaître la qualité de réussite. Car à Mashup, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des qualités de réussite. Sachant qu'une qualité de réussite 1, c'est pas très bien beaucoup réussi. Bref, maintenant, on va lancer un dé 20.
J'ai fait 13, je rajoute 3, puisque c'est ce que j'avais comme niveau de difficulté, je suis à 16. Je regarde dans ma colonne, 16. Eh bien, c'est une qualité de réussite 5. À partir de là, le meneur de jeu va annoncer le résultat du crochetage qui s'est particulièrement bien déroulé. Non seulement le personnage a crocheté la porte, mais il n'a fait aucun bruit. Personne ne l'a remarqué. Et il faudra, si quelqu'un veut vérifier à un moment donné si cette porte a été crochetée, qu'il réussisse au moins lui aussi une QR5 pour savoir si elle a été crochetée ou pas. Et ça marche pour tout. Bref, passer de ça à ça facilite le calcul et on gagne énormément de temps à la vérification de la qualité de réussite. On n'a plus à regarder sur les lignes, on n'a plus à croiser. Là, c'est clair, même le joueur ayant ça devant lui a tout de suite le résultat. Et puis, à vrai dire, après avoir fait des essais, parce que j'ai fait des essais, j'ai pris une des vidéos où Marv et Betsy étaient en train de jouer et à chaque fois qu'ils avaient à faire des jets de dés, je reproduisais le jet de dés avec le D20. Et dans 95% des cas, ça tapait pareil. À force de lancer les dés, quasi automatiquement, on connaît le résultat. On sait que si on fait 11 ou plus, c'est réussi. On sait qu'entre 16 et 19, c'est super bien réussi et que 20 et au-delà, c'est super méga bien réussi. Et pareil dans l'autre sens. Bref, très rapidement, c'est là-dedans. Il n'y a plus besoin de vérifier. Et pour moi, c'est un énorme gain. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. En tout cas, pour ceux qui s'intéressent à ma chef et qui savent comment ça fonctionne, voilà la nouvelle façon de gérer les actions. Je trouve que c'est mieux, moi, évidemment. Alors, d'aucuns diront, moi, je préfère le D100, mais je vous assure qu'à jouer, le D20, c'est pareil. Après tout, hein, c'est qu'un D100 divisé par 5. Ça m'a donné envie de rejouer et de retravailler sur le jeu, de faire ça. Pas pourquoi je me suis dit en même temps, en me disant il faut que je simplifie tout ça. Et je crois que c'est fait.